Jean Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Bon, super interve d'Hugo, mais on s'y attendait. Je vais peut-être... je ne sais pas si je vous laisse le son ou si on garde cette, S'il vous plaît. la réponse de la ministre. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Est-ce que je laisse la réponse de la ministre? Est-ce que je vous donne quelques explications sur cette journée de niche parlementaire? Ok, on coupe le son hémicycle. Madame la Présidente, mais ça peut être intéressant en même temps d'écouter ce qu'elle a à Monsieur le dire. Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur Hugo Bernalicis, Mesdames et Messieurs les députés, moins d'un mois après le rejet... Joseph, la réponse. Ok. Bon, écoutez, on va donc essayer de continuer. Ça va me permettre de finir les réglages pour vous expliquer un peu comment va se dérouler la journée. Il va falloir que moi, je me coupe le son. Ah merde, je peux pas lui couper le son. Moi, sur mon ordi, j'ai encore le son. Attendez. Faut que je la coupe. Haut-parleur. Tac, voilà. Donc, pour vous raconter, vous dire un peu l'organisation de la journée. Ce matin, donc, je vais être avec vous pour l'introduction de cette journée. Je vais vous remettre la ministre parce que je vois que vous êtes plusieurs à vouloir suivre ce qu'elle dit, mais on peut penser qu'elle va faire un petit peu d'introduction, simplement pour vous expliquer le cadre de cette journée. Donc, c'est notre journée de niche parlementaire. Aujourd'hui, c'est la France Insoumise qui décide de ce qu'on met à l'agenda de l'Assemblée nationale. On a décidé de mettre l'abrogation de la réforme des retraites à l'agenda de l'Assemblée nationale, de la réforme des retraites de Macron à l'Assemblée nationale, avec donc un retour à l'âge légal de départ en retraite à 62 ans, avec aussi une remise en cause du passage à 43 annuités. Là, avec notre réforme, on revient à 41,5 annuités. Donc, c'est une très grosse réforme des retraites. Évidemment, les macronistes y sont très opposés. Moi, je vais être avec vous pendant la durée des discours un peu préliminaires, on va dire ça comme ça. Et je vais d'ailleurs vous remettre très rapidement le gouvernement. Je reste là parce que pendant qu'ils sont en train de parler, il n'y a pas de vote. Mais à partir du moment où il y aura des votes, je vais aller en hémicycle pour pouvoir participer à ces votes. Donc, ce sera l'équipe qui travaille avec moi qui va prendre le relais et qui va vous faire le commentaire de cette journée-là, essayer de répondre à vos questions tout au long de la journée. On va voir en fonction de votre intérêt et de votre appétence pour ce live si on le laisse toute la journée ou bien si on le coupe une partie de la journée. On verra, c'est vous qui déciderez d'une certaine manière, potentiellement parce qu'il faut aussi que mon équipe travaille sur les choses que je leur ai demandé, parce que la vie continue à côté. Potentiellement, on vous mettra simplement à certains moments le direct des interventions à l'Assemblée. Et puis, on reviendra avec vous à 20h, parce qu'à 20h, il y a une pause, pour faire un live d'1h30 avec plusieurs invités. Ce matin aussi, normalement, j'aurai quelques invités qui viendront nous parler des textes qui ne potentiellement seront pas étudiés aujourd'hui à l'Assemblée, compte tenu du fait que les macronistes ont déposé autour de 1000 amendements pour essayer de nous empêcher de voter. Et je vous appelle d'ores et déjà, si vous nous suivez, si vous avez envie de participer à nous aider, à venir près de l'Assemblée à 18h30, 19h pour un rassemblement pour demander aux macronistes de retirer leurs amendements. Voilà, je vous remets le discours de la ministre parce que je vois que vous êtes plusieurs à me le demander. Ça me permettra en attendant de continuer à faire mes réglages. Donc, aucun problème, on y retourne avec le discours de la ministre qui probablement dit qu'on est fou, que c'est pas financé, que c'est pas finançable, etc. Alors... J'ai siégé sur ces bancs jusqu'en juin, et de tirer le maximum de la règle en jouant à cache-cache avec la recevabilité. Mais ce petit jeu permet de concilier la règle d'airain de l'article 40 et l'initiative parlementaire. Attendez, je vais vous couper le son 2 secondes juste pour m'en remettre à moi. Réforme des retraites, toute sa portée, parce que ce qui se joue, ce n'est pas simplement l'équilibre du prochain exercice budgétaire, mais bien l'équilibre durable du système de retraite dont les dépenses représentent près de 13,5 points de PIB en 2023, soit près de 24% de l'ensemble des dépenses publiques pour servir les pensions de 17 millions de pensionnés de droit direct.
En matière de retraite, nous devrions nous imposer de revenir aux fondements rigoureux et à la lettre de l'article 40. L'enjeu, donc, n'est pas de cocher la case de la recevabilité. L'enjeu n'est même pas de convaincre éventuellement le Conseil constitutionnel, s'il venait à être saisi un jour, d'un texte gagé à la légèreté. De convaincre les Français d'inspirer confiance, précisément quand seulement 1 sur 2 dit avoir confiance dans le système de retraite et que 2 sur 3 en particulier, nos jeunes compatriotes, pensent que leur pension ne sera pas à la hauteur de leurs attentes ni à leur... Donc la pérennité du système de retraite doit être au cœur du pacte de confiance qui fonde la retraite par répartition. Nous acceptons de cotiser aujourd'hui parce que nous savons que demain, une pension nous sera versée. Et à tous les gens qui cotisent aujourd'hui, l'adoption de votre proposition enverrait un très mauvais message. Elle leur dirait que nous refusons toute réforme paramétrique, que nous défaisons une loi votée en 2023 qui contribue à conforter notre système de retraite. Ce sens des responsabilités dont a fait preuve le gouvernement d'Elisabeth Borne, dont a fait preuve mon prédécesseur Olivier Dussopt et Marisol Touraine et Éric Woerth avant eux. Les décisions que nous ne prenons pas aujourd'hui et surtout celles que vous ne proposez de ne pas prendre auront des conséquences. Les ajustements difficiles aujourd'hui nous évitent des remises en cause plus douloureuses encore demain. Vous mettez en danger le régime de retraite par répartition, avec naturellement les meilleures intentions du monde. Je remercie les députés des groupes Ensemble pour la République, MoDem, Horizon, les Républicains, tous ceux qui ont fait preuve d'esprit de responsabilité en défendant une droite qui a adopté le dispositif carrière longue, qui a relevé le minimum contributif, qui permet de mieux prendre en compte l'impact de la maternité sur les carrières. Les avancées dans la loi de 2023 produisent déjà leurs effets. En 2 temps, la revalorisation du minimum contributif a eu lieu, soit entre 25 € et 100 € de revalorisation mensuelle. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Pour réduire le taux de non-recours au minimum vieillesse, la loi a relevé le seuil de récupération sur succession à 100 000 €. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle qui a été créé pour financer des actions de prévention de l'usure professionnelle, former, accompagner la reconversion des salariés. Qu'est-ce que vous en faites? La réforme de 2023 a retenu plusieurs mesures pour corriger des situations défavorables aux femmes en matière des retraites et de respecter le principe d'égalité. C'est le cas de l'ouverture d'un droit à la surcote dès 63 ans pour les assurés atteignant le taux plein avant l'âge de 64 ans le son en double, non et bénéficiant d'un trimestre au titre des majorations d'assurance pour enfants, dont sont majoritairement bénéficiaires les femmes. Qu'est-ce que vous en faites? Le sens des responsabilités était indispensable en 2023 quand la loi a été adoptée. Il est encore aujourd'hui au vu de la situation de nos finances publiques. Avec la loi Touraine... Parce que normalement, il y a une technique pour faire en sorte que quand on parle, on entend moins la ministre, mais là, je suis... solidaire, non, là, c'est bon. Là, quand on parle, vous entendez plus la ministre? Cela prend tout son sens dans les débats actuels. La pérennité du système suppose de, je cite, rechercher le plein emploi. Je ne sais pas si... En vrai, nous, on a des... Là, c'est bien? C'est même trop, là. Ça part dans le rouge, c'est mauvais signe, ça. Plutôt que la pérennisation d'un système... Mais vous entendez pas en double la ministre qui parle dans le micro? Notre taux d'emploi des plus de 55 ans nous montre qu'il reste Ok, super, on va rester comme ça, alors. C'est quelque chose qui existe depuis 40 ans, depuis 50 ans. Je suis désolé, vous servez à essuyer un peu les plâtres pour ce début de journée parce que, comme vous l'imaginez, on n'a pas eu le temps de faire les réglages hier et donc voilà. Du coup, je suis avec Gabriel. Et toi, tu es censé bosser sur quel texte dans la niche parlementaire? Alors moi, j'ai travaillé sur un texte qui s'appelle « Reconnaître la pénibilité des métiers féminisés », qui passe en 6e position aujourd'hui. Donc autant vous dire que, vu les 1000 amendements qu'ils ont déposés sur les retraites, c'est largement compromis qu'on en discute et c'est dommage parce que le texte avait été adopté en commission la semaine dernière. Le RN, l'extrême droite, s'est abstenu et les macronistes ont évidemment voté contre, mais on était en majorité au nouveau Front populaire et le texte a été adopté.
Là, la ministre, elle vient de parler, c'est assez drôle, elle vient de parler de responsabilité des groupes Modem, Horizon. Horizon, c'est Édouard Philippe, Modem, c'est Bayrou, des groupes macronistes, alors que c'est eux qui viennent, qui essayent de gâcher notre journée et d'empêcher le vote sur les retraites. Moi, mon texte, c'est un peu la continuité de ce texte-là, puisque reconnaître la pénibilité des métiers féminisés, c'est créer des nouveaux facteurs de risque professionnels pour les métiers qui sont majoritairement occupés par les femmes. Et ça permet quoi ? Ça permet de partir à la retraite anticipée, c'est-à-dire de cumuler des points dans son compte de pénibilité pour partir plus tôt à la retraite. Et donc, ça compléterait l'abrogation de la retraite à 64 ans. Quand on parle de métiers féminisés, on parle de quoi ? On parle des métiers qui sont occupés par les femmes aujourd'hui. C'est les métiers essentiels, les métiers de la première ligne du Covid, les métiers des femmes qui étaient sur les ronds-points pendant les gilets jaunes. Par exemple, on va parler de caissières, des aides-soignantes, des aides à domicile, des infirmières, des coiffeuses, de tous les métiers de la petite enfance, les auxiliaires de puériculture, des métiers, les sages-femmes. On va parler parfois de métiers qualifiés, qualifiés, je veux dire, des métiers qui méritent, qui ont des niveaux de diplôme beaucoup plus élevés. Par exemple, même greffier, c'est un métier féminisé, ou juge des enfants, c'est un métier aussi qui est très féminisé. Et ces métiers-là, ils sont très peu, pour ceux qui sont les moins rémunérés et qui sont souvent à temps partiel, ils sont très peu reconnus, ils sont invisibilisés, leur pénibilité est sous-estimée, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle d'une infirmière, une infirmière, toute la journée, elle pousse des chariots, elle soulève des patients, elle va chercher des médicaments, elle est debout la plupart de la journée, elle pousse des lits, etc. Et en fait, ça induit des problèmes d'épaule, des problèmes musculo-squelettiques. Et on ne va pas considérer que pourtant, infirmière ou aide-soignante ou aide à domicile, c'est des métiers qui sont où on soulève des charges. Parce que normal, on considère pas les êtres humains comme des charges. Donc dans le Code du travail, on va considérer les hommes qui soulèvent des choses dans l'industrie comme des métiers induisant du port de charge, mais pas pour les soignants et pas non plus pour les caissières. Je vois qu'il y a une question, il y a quelqu'un qui dit il y a des caissiers aussi. Bah oui, il y a des caissiers aussi, mais plus de 90% des 150 000 caissiers sont des caissières. Quand on parle de reconnaître la pénibilité de ces métiers-là, bien sûr qu'elle s'appliquerait aux hommes qui exercent aussi ces métiers, puisqu'on ne va pas discriminer entre les hommes et les femmes, on parle par métier. Et donc l'idée de changer le Code du travail pour qu'il y ait des nouveaux facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, c'est quoi qu'on a écrit ? C'est que, par exemple, les métiers qui sont en lien, les métiers du lien, les métiers du soin, c'est-à-dire les métiers qui sont en contact avec des malades, avec la souffrance, la détresse humaine en général, que ce soit considéré comme un facteur de risque. Ensuite, on va considérer, c'est ce que je disais pour les charges, que porter des êtres humains, soulever des êtres humains toute la journée, ce soit un facteur de risque professionnel. On va considérer le bruit aussi. Si vous parlez du bruit, comme le Code du travail, il s'est construit sur ce qu'on appelle des critères ouvriéristes, des critères plutôt masculins, on va considérer le bruit comme... on va considérer le bruit de l'industrie, le bruit dans une usine, mais on ne considère pas le bruit, par exemple, dans les crèches ou dans les écoles. Alors que quand vous êtes avec des enfants toute la journée, le bruit dans votre métier, dans les salles où vous êtes, il dépasse 80 décibels, et 80 décibels, c'est mauvais pour la santé. De la même manière, quand on parle des produits chimiques, on va considérer les produits chimiques forcément de l'industrie, les ouvriers qui travaillent dans des zones industrielles dangereuses, mais on ne considère pas les femmes de ménage, les agents d'entretien en général, qui toute la journée respirent des problèmes, qui respirent des produits cancérigènes. C'est pareil pour les esthéticiennes. En fait, les esthéticiennes, c'est des personnes qui respirent des produits toxiques toute la journée. De la même manière, c'est la même chose pour les coiffeuses. Et ça, c'est pas considéré dans le Code du travail. Et donc, c'est pas considéré aussi parce que quand on parle du travail des femmes, on le déconsidère. Et ça se voit aussi au niveau de la rémunération et au niveau des diplômes exigés. Par exemple, pour les aides à domicile, alors que c'est un métier compliqué, difficile, et que souvent, en fait, les aides à domicile, comme elles sont en sous-nombre, elles vont aussi faire des soins, donc elles vont aussi avoir des tâches d'aide-soignante, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire à la base. Les aides à domicile, en fait, on va considérer que comme les femmes, de manière innée, elles sont censées savoir ce que c'est, prendre soin des autres, etc. Il n'y a pas besoin de grands diplômes, et en gros, tout le monde peut le faire. Et donc après, ça devient un métier pas rémunéré parce qu'on considère que c'est un métier facile. Et or, c'est totalement faux. Aide à domicile, ça exige un réel savoir-faire, un réel savoir-être, des réelles connaissances. Et donc, ça devrait être mieux payé,
D'autant plus que ces métiers-là, dont on parle, les métiers qu'on dit essentiels, en fait, c'est des métiers dont on va avoir le plus besoin dans la société à venir. Puisque vous le savez, avec le vieillissement de la population, en 2050, il y aura 3 fois plus de personnes âgées qu'aujourd'hui et 3 fois plus de personnes âgées dépendantes. Avec, par exemple, vous en avez sûrement entendu parler, le changement climatique, ça s'est vu avec le Covid. La société va être bouleversée par le changement climatique, les épidémies vont augmenter, donc l'hôpital public va avoir des nouvelles pressions avec des maladies qui vont apparaître, etc. Et tout ça, ça exige plus de soignants. Le vieillissement, ça exige plus d'aide à domicile. Et finalement, il manquera dès 2030 100 000 aides-soignantes, 100 000 aides à domicile en France. Et donc, il faut que ces métiers soient plus attractifs, qu'ils soient mieux rémunérés. Il faut lutter contre le temps partiel contraint, puisque là, les femmes, en réalité, nous, on aurait voulu faire un texte complet avec des mesures pour lutter contre le temps partiel, des mesures pour augmenter les salaires, des mesures pour éviter les horaires fragmentés, les carrières hachées, pour que les femmes, comme les hommes, puissent partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Mais tout ça dans une niche, vous l'avez vu, on n'a que de 9h à minuit. Donc on se concentre sur des mesures essentielles. Et c'est pour ça qu'on a voulu se concentrer sur les métiers, sur une mesure phare, à savoir créer des nouveaux risques de facteurs, créer des facteurs de risque professionnels pour que les gens puissent partir plus tôt à la retraite. Alors vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce que normalement dans une niche parlementaire, c'est le jour où un groupe d'opposition choisit ses textes et c'est le jour où justement on essaye d'être un peu respectueux des oppositions à l'Assemblée nationale. Or les macronistes, ils ont pas du tout respecté cette règle. C'est la première fois en réalité que y a une obstruction parlementaire sur une journée de niche parlementaire. C'est je crois la première fois que c'est le cas de l'histoire, et ça dit bien la fébrilité des macronistes sur cette abrogation de la retraite à 64 ans. Normalement, on est censé pouvoir voter et représenter la souveraineté du peuple français. Or là, ils essayent d'empêcher la représentation de la souveraineté du peuple. Avec, je crois qu'ils ont déposé 990 amendements, un truc comme ça. Donc c'est inédit. Et ça dit beaucoup de leur manière de concevoir le pouvoir en réalité. Ils conçoivent le pouvoir de manière où, quand ils sont en capacité d'imposer les choses, ils disent c'est démocratique. Et quand ils sont plus en capacité d'imposer les choses par les outils de la Ve République, même s'ils ne sont pas démocratiques. Par exemple, ils disaient le 49.3 c'est démocratique parce que c'est constitutionnel. Bah non, c'est pas parce qu'un truc est dans la Constitution qu'il est démocratique. Un truc, il est démocratique s'il permet l'expression de la souveraineté du peuple. Or, quand il y avait des millions de gens qui manifestaient contre la réforme des retraites, l'expression de la souveraineté du peuple et la démocratie, c'était éventuellement à la limite de donner la parole au peuple français par référendum, si jamais ils n'étaient pas sûrs de ça. Mais non, eux, ils utilisent des outils de la Ve République, toujours dans une logique de verrouillage de la souveraineté populaire. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je vais essayer simplement de vous rajouter une petite fenêtre navigateur, une petite fenêtre de l'Assemblée, pour qu'on puisse voir que ça continue en même temps. Donc vous étonnez pas, il va peut-être y avoir un gros navigateur qui va apparaître. Hop, voilà, j'ai prévenu. Hein. Et derrière l'obstruction, regardez là, le gouvernement, il va utiliser le gouvernement sur ce genre de texte-là, il a un temps de parole illimité. Donc qu'est-ce qu'elle va faire la ministre ? Peut-être que là, elle va parler 1 heure pour rien dire, 1 heure pour essayer de nous provoquer, pour essayer qu'on devienne désagréable. Et en fait, leur but, c'est de nous exciter, pour nous pousser à crier à droite, à gauche, que tout le monde s'excite dans l'hémicycle et qu'ensuite quelqu'un soit sanctionné, que ça perturbe la séance, etc. C'est ça leur but. Donc toute la journée, ils vont nous provoquer. Là, elle a déjà commencé ce matin en parlant de notre proposition de loi sur l'apologie du terrorisme, où en fait on a expliqué, peut-être qu'Antoine l'a déjà fait sur sa chaîne, qu'en réalité, nous, on faisait que suivre ce que disent Amnesty International, les avocats, les Nations Unies, l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon, et que notre proposition de loi, elle est juste par rapport à ce que doit être un état de droit qui respecte les libertés fondamentales. Donc là, elle a commencé par parler de ça, alors que ça n'a rien à voir avec la retraite, pour agacer Hugo, qui est le rapporteur sur notre texte. Et je vois des personnes aussi qui disent, vous aussi, vous déposez beaucoup d'amendements, mais nous, on dépose beaucoup d'amendements quand il y a des millions de gens dans la rue, et quand on nous montre, quand on sait qu'un texte, il est majoritairement rejeté par le peuple français. Quand on a déposé des milliers d'amendements sur la réforme des retraites pour empêcher qu'on passe à 64 ans, c'est parce que 93% des actifs étaient contre et qu'il n'y avait jamais eu des aussi grosses manifestations en France depuis 30 ans.
De la même manière que, rappelez-vous, c'était la plus longue grève de l'histoire de la SNCF et de certaines entreprises. Il y a des secteurs qui n'étaient jamais entrés en grève aussi longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Là, pour être sûr que les gens sont d'accord avec nous, à chaque fois, on commande des sondages. Donc là, la proposition de loi que j'espère faire passer, mais ce ne sera pas possible aujourd'hui, sur les métiers féminisés, elle est soutenue par 85% des Français. De la même manière que celle sur le consentement, qu'ils veulent éviter juste après, pareil, elle est soutenue par 80% des Français. Et là, il y a toujours aujourd'hui 71% des Français qui sont pour l'abrogation de la retraite à 64 ans, pour revenir à 62 ans. Et parmi ces 71%, il y a plus de 80% d'actifs qui sont d'accord avec nous, parce que les 71%, en fait, on va compter les retraités de plus de 65 ans, qui sont en fait les seuls gens d'accord à un peu plus de 50% avec le gouvernement. Alors que ce qu'on devrait écouter, c'est plutôt la génération qui vient et les gens qui travaillent, et surtout les gens qui font des métiers difficiles. Là, sur les métiers dont je parlais, aide à domicile, par exemple, il y avait déjà plus de la moitié des aides à domicile qui disaient ne pas pouvoir tenir jusqu'à la retraite. Et ça, c'était quand c'était la retraite à 62 ans. Donc imaginez maintenant, c'est pareil pour les infirmiers, pour plein de métiers. Une infirmière, il faut savoir que 20% d'entre elles partent avec une invalidité à la retraite et qu'elles ont 7 ans d'espérance de vie de moins que les autres femmes après toute la difficulté qu'a représenté leur travail. Alors pour vous répondre sur les questions que vous posez, vous demandez si elle a un temps de parole illimité, elle peut parler jusqu'à minuit. Bah ouais, potentiellement, si elle veut, elle peut parler jusqu'à minuit. Mais il faut bien vous dire que c'est pas si facile que ça, en réalité, de faire de l'obstruction parlementaire. Ça peut vous paraître bizarre, mais ça demande une certaine énergie de faire ce qu'elle fait. Là, en plus, on est en train de voir... Enfin, nous, on a un petit peu d'avance sur vous parce qu'on l'a à la télé. Là, vous allez voir, avec un petit peu de décalage, elle met l'énergie, elle met le ton et tout. Elle est en train de faire un discours où elle y met du cœur. En réalité, faire ça pendant... là, potentiellement, il faudrait qu'elle tienne jusqu'à donc 13h. C'est 13h la première pause. Faire ça pendant 4 heures, donc, c'est pas si facile que ça. Il faut qu'elle ait une plume qui lui écrit 4 heures de discours. Et puis, et donc, ils vont être obligés de se relayer toute la journée. Mais c'est ça qui va être intéressant à voir pour vous et à suivre. Ah bah tiens, elle a fini. C'est ça qui va être intéressant. Parce qu'après, c'est Mathilde. Après, non, elle n'a pas fini. Plusieurs ministres peuvent parler aussi. Hein. À chaque fois, ils font ça. Il y a un ministre qui parle et puis tout d'un coup, on croit, ça y est, hop, on est débarrassé. Et il y en a un autre qui va se dire « Ah, la retraite, ça me concerne aussi parce que je suis ministre de je ne sais quoi » et qui va se mettre à parler. Elle, c'est donc la ministre du Travail. Hein. Ouais. Vous allez avoir toute la journée donc, des macronistes qui vont se relayer avec une série d'amendements. Je peux peut-être essayer... Ah ouais, alors là, je vais rentrer dans des difficultés. Tu veux dire pour les afficher ? Je voulais montrer la feuille jaune. Ah, mais là, je vais rentrer dans un niveau de difficulté. La feuille jaune, c'est le dérouleur. On voit tous les amendements qui est à discuter dans la journée. Donc, c'est assez impressionnant. Ils sont mis dans l'ordre. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'ouvre un nouveau navigateur. Je vais essayer de préparer ça en loose day pendant que... Je vais voir si je fais une nouvelle fenêtre. Mais peut-être que tout le monde peut voir sur Elias, non ? Ouais, sinon... Ça s'appelle Elias. Ou sinon, vous allez sur Elias. Google. Et vous avez en public le nombre d'amendements. Ah bah ça y est, ils ont changé de ministre. Là, vous allez avoir c'est Laurent Saint-Martin qui va arriver. Donc lui, c'est le ministre du budget, donc il va vous expliquer que la retraite à 64 ans, vraiment, ça va ruiner le pays. C'est une très mauvaise idée pour les comptes publics. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le mettre et on va écouter ce qu'il raconte, sachant que... Alors attendez, parce que moi, pour que ça fonctionne, il faut que je fasse une petite bidouille au parleur. Je sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois. Haut-parleur, tac. Ok, nous on est obligé de l'avoir pas fort. Ah mais sinon en fait je pourrais le mettre... Non parce qu'on en va être en décalé. Hop. Et donc vous ensuite il faut que je vous mette ça. Ça marche pas. Ça marche pas parce que j'ai pas cliqué là. Là c'est bon normalement. Alors là, ça va être tous les mensonges, puisqu'il va vous dire... Madame la Présidente, alors qu'ils ont fait plein de cadeaux d'exonération de cotisations aux grandes entreprises, qu'ils ont voté contre toutes nos recettes sur la sécurité sociale. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans, les seniors au chômage, et que ça coûte beaucoup plus cher que ce que les économies que ça permet de faire. Votre Assemblée et dans tous les cas, même si ça coûtait de l'argent, la retraite, c'est une idée morale, c'est une idée philosophique. Donc c'est pas une question d'argent. Vous l'avez déjà eu lors de les économies qu'ils voulaient faire étaient ridicules.
qui Je crois que tendaient c'était au 6 même milliards à objectif. l'horizon Ouais. 2030, un truc Vous comme l'avez ça. eu également Alors dans le que cadre déjà de c'est faux, l'examen et du projet de loi de rappelez-vous quand financement Macron de a la supprimé sécurité l'ISF, juste sociale pour vous faire une comparaison, 2025, même si ça par le finance pas la même dépôt chose, de nombreux amendements ça nous a fait qui perdre tendaient 3,2 à faire milliards croire par finalement an, à une abrogation et pas en 10 ans. Donc là, il y a largement assez d'argent dans les caisses de l'État si on organise le partage des richesses, si on fait n'a rien de cotiser sur les hauts salaires, si on arrête d'exonérer les grandes entreprises, de faire des cadeaux aux grandes entreprises. Il y a largement assez d'argent, non seulement pour financer le retour à 62 ans, mais surtout pour financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités, ce que nous, on propose. Je vous dis juste un merci. J'ai vu qu'il y avait Hausse Politique qui avait fait un raid et que vous étiez arrivé depuis le live de Hausse Politique. Donc bienvenue. On va suivre aujourd'hui du coup cette journée de niche parlementaire de la France Insoumise. Et là, Gabriel proposait qu'on fasse le bingo de Laurent Saint-Martin et de tous les trucs qu'il va dire. Donc on va écouter un petit peu. Je suis désolé, mes réglages de son ils sont pas idéaux, mais j'essaye de trouver un moyen de faire en sorte que tout en vous rendant ça audible, on ait des réglages que quand nous on parle, ça baisse le son de Laurent Saint-Martin, mais pour l'instant j'ai pas réussi. S'il y a des gens dans le chat qui savent c'est quoi le réglage pour avoir un compresseur de son et où il faut que je le mette, je suis preneur. On ne saurait évacuer en 3 heures ce qu'il a fallu des mois de concertation et des centaines d'heures d'examen, à juste titre. Il faut savoir qu'ils avaient déjà Centaines décidé de faire la d'heures d'examen. réforme avant de faire des fausses concertations. À l'époque, c'était Olivier Dussopt au ministère du Travail. Tous les syndicats étaient contre, puisque rappelez-vous, il y avait une unité syndicale de la CFDT jusqu'à FO pour être contre la réforme. Donc il n'y a jamais eu de réelle concertation là-dessus. Notre déficit public pour les décennies suivantes. Et non, je n'exagère pas, mesdames, messieurs les députés. Et le déficit, c'est eux qui l'ont organisé. Prenez pas mon 200 discours comme un milliards de discours cadeaux aux grandes catastrophiste. entreprises, 60 milliards d'impôts en moins avec la suppression de l'ISF, la CVAE, etc. Et il y a 80 milliards de fraude fiscale par an contre laquelle le gouvernement ne fait rien puisqu'il a supprimé des agents du fisc pour poursuivre les entreprises et les particuliers qui fraudent. Et la personne qui est avec moi, c'est Gabrielle Catala, qui est une députée de la France Insoumise. Des décisions d'une telle ampleur. Il y a une forme d'ironie malheureuse, alors que les réactions, à l'heure où nous parlons des marchés financiers, devraient au contraire nous alerter sur la situation périlleuse de nos dépenses publiques. À vouloir revenir sur la réforme structurelle... Non mais votée dans les vraiment derniers- c'est pas facile parce que moi je suis en train de faire... En fait c'est moi le compresseur manuel et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle ou qui parle pas, c'est moi qui appuie sur les boutons pour l'instant, donc c'est un peu compliqué. Vas-y, tu voulais dire quoi? Non, mais je suis venue parce que... Vas-y, prends ma place. Ben non, mais restez avec moi. Je suis venue parce que sinon je m'énervais en hémicycle. Ah ouais. Et donc On j'ai s'ennuie. pas le droit, donc voilà. Pourquoi t'as pas le droit? Bah parce que on me fait les gros yeux, Faut qu'on reste Ah oui, calme. parce que... Qui te fait les gros yeux? la présidente. Ah ouais? Genre une présidente, une vice-présidente de Ne l'Assemblée devrait ne pas devrait pas faire se ça. comporter comme ça. Non, parce que vous avez déjà fait un topo sur le fait qu'il commence par nous faire un discours fleuve d'une heure Ouais, dès ce matin. Ouais. Mais je pensais pas qu'il ferait ça, je pensais qu'il serait plus malin que ça, moi. Non, non, c'est Attends, grossier et vulgaire. Et donc, on a eu le droit à une leçon par Madame Panossian-Bouvet sur le fait que le travail, c'était important et que notre loi était mal faite et qu'elle aurait préféré telle proposition ou telle proposition, qu'elle n'a pas bien compris le concept d'une niche parlementaire où c'est nous qui choisissons une seule fois dans l'année. Visiblement, c'est déjà trop. Et puis maintenant, on a M. Saint-Martin, qu'on avait déjà bien entendu assez pendant le budget. Donc c'est agaçant, quoi. Voilà. Il est beau ton setup. Ouais, c'est Alex qui a fait ça hier soir et on a réussi à installer ça ce matin en vitesse, mais il y a encore plein de problèmes. Ah bah ça y est, bah Apollo je sais même pas si on va avoir cette chaise maintenant. Ah, il y a trop de monde. Ça va, Paul? Ouais, ça va. Que Paul était censé... Alors toi, c'était censé être quoi ton heure? T'as pas de chaise? 9h40, moi je suis à l'heure. Toi, t'es vraiment à l'heure, t'es le seul à l'heure. Alors que moi, je bordélise. Toi, tu bordélises, toi, regarde, c'est t'es la dans... première Toi, t'es dans le récap à 20h, c'est écrit en haut. Ah ouais, d'accord. Bah, je peux m'en aller. Hein. Non, non, c'est pas grave, vas-y, t'as le droit de rester. Mais restez, on est Prends ta tous place. sur la Vas-y, Paul, place. viens nous parler de ta loi. Ah, déjà de ma loi qui ne sera pas étudiée. Je prends beaucoup de place. Viens parler de ta loi. C'est un éternel recommencement. Attends, je vais nous couper le micro parce que nous, vous entendez pas normalement parce que c'est à peu près bien réglé sur cette partie-là, mais nous on entend le ministre gueuler dans mon truc. Alors attends, faut que je fasse ça. Toc. Oh là là, ça fait du bien quand ça s'arrête.
Périphérique à sortie multiple. Ok, là normalement vous entendez bien et vous avez Paul. Alors Paul, vas-y, parle-nous de ta loi. Ma proposition de loi vise à garantir la mixité sociale et scolaire dans les établissements privés sous contrat. Et pour y parvenir, elle propose d'introduire un mécanisme de malus qui pourrait diminuer le financement de l'État et des collectivités territoriales dont bénéficient ces établissements, dès lors que ces établissements contribuent à la ségrégation socio-scolaire. Et tout indique... Tu peux le dire avec des mots simples ? Bah oui, je peux le dire avec des mots simples. Alors, Les enfants de riches vont dans des écoles. Les enfants de riches, tendanciellement, sont surreprésentés dans les écoles privées. Et de même, les élèves qui ont des performances scolaires plus importantes sont aussi surreprésentés dans ces établissements privés. Et de ce fait, ils ne contribuent pas à l'objectif de mixité. Or, cet objectif, il est inscrit dans la loi, dans le Code de l'éducation, c'est l'article L111-1, auquel, en principe, sont astreints tous les établissements relevant du service public d'éducation, qui sont bien sûr les écoles publiques, les collèges publics, les lycées publics, mais aussi les établissements privés sous contrat. Et pourquoi ? Parce que ces établissements privés sous contrat, en vérité, ils sont massivement financés par de l'argent public, à plus de 75% en moyenne. Exactement, on l'oublie souvent. Et donc au fond, l'esprit de ma loi, c'est de dire, puisque vous êtes financé dans des proportions aussi importantes par de l'argent public, vous devez contribuer à l'intérêt public. Et donc prendre en charge les objectifs que fixe la loi. Ce qui est un peu le sujet dans plein de domaines, parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels, en réalité, on distribue de l'argent public... comme ça. D'ailleurs, toi, tu as fait une proposition de résolution, je crois, sur Michelin. Mais en fait, il y a un moment où il faut aussi qu'il y ait un contrôle de l'argent public. Des conditions. Or là, pour l'instant, c'est pas le cas. Exactement, c'est un principe de conditionnalité, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des financements publics, il doit y avoir des contreparties. C'est beaucoup d'argent, parce qu'au total, chaque année, ça représente entre 10 et 15 milliards d'euros. Alors vous allez me dire 10 et 15 milliards, le chiffre de Paul Vannier, là, il n'est pas très précis, il ne connaît pas bien son sujet. Il n'est pas précis parce que, en fait, c'est une des principales constatations. Il est impossible de le donner. Il n'y a aucune administration publique qui chiffre le montant de cette dépense parce que c'est un système qui est obsolète, il a 65 ans, il est très, très ancien, il n'a jamais été profondément révisé et il est très opaque. Et il y a plein de types de financements qui peuvent s'additionner les uns avec les autres. Il y a des dépenses qui ne sont jamais prises en compte dans le calcul. Par exemple, je donne un exemple, ce qu'on appelle les services administratifs. Il y a dans l'éducation nationale, il y a des fonctionnaires au ministère de l'Éducation nationale, dans les rectorats, etc., qui travaillent et qui, par exemple, vont faire les fiches de paie des professeurs des établissements privés. Ça leur prend du temps, ça représente beaucoup d'équivalents temps plein. Et ça, c'est une dépense qu'on estime représenter 800 millions d'euros par an. C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et cette dépense, elle est pourtant jamais comptabilisée dans les dépenses consacrées aux établissements privés. Donc, il y a plein de mécanismes comme ça qui font que artificiellement, on a le sentiment que la dépense est moins importante, mais elle est considérable. Et donc, oui, il faut des conditions. On pourrait, ma loi propose juste une condition en termes de mixité, mais on pourrait, par exemple, aussi, et moi je pense qu'il faut le faire, les établissements privés sous contrat, tendanciellement, par exemple, ils accueillent moins d'élèves en situation de handicap que les établissements publics. C'est pas une situation qui est acceptable, alors qu'il y a une loi qui prévoit l'école inclusive. Donc là aussi, on pourrait dire que s'il y a moins d'élèves en situation de handicap accueillis dans un établissement, son financement, il n'y a pas de raison qu'il soit aussi important que dans les écoles qui en accueillent un nombre plus grand. Et toi, ta proposition de loi ne vient pas de nulle part, parce que tu as fait avant une mission d'information sur justement le financement des écoles privées. C'était quoi exactement l'intitulé ? C'était une mission d'information parlementaire sur le financement public des établissements privés sous contrat. Okay, ça va. Et tu suis très bien. Je l'ai rendu ce rapport en avril dernier avec un macroniste qui s'appelle Christopher Weisberg, qui est plus député aujourd'hui. Non, franchement, c'était un des meilleurs députés macronistes pour être parce qu'on a partagé. Mais quand tu travailles avec les autres, en fait, dès que tu travailles avec les autres et que tu commences un peu à enquêter. En général, les gens, ils arrivent un peu sur nos positions. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, ils ont l'air plus sympas. On avait fait 50 préconisations à l'issue de ce rapport, c'était 6 mois de travail. Et je crois, de mémoire comme ça, il y en avait plus des 2/3 qu'on partageait. Oui, tu as raison, la proposition de loi que je présente, là, aujourd'hui, elle est issue d'une des préconisations du rapport, mais pour le coup, une préconisation que je portais seul. Le malus, j'étais le seul. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, les macronistes, c'est un beau débat. Les macronistes, ils sont d'accord avec un point important, ça me paraît une victoire culturelle. Et les victoires culturelles précèdent les victoires politiques, ils sont d'accord pour dire qu'il y a une ségrégation. Ils sont d'accord pour dire, y compris, qu'on peut peut-être jouer sur la question du financement public pour essayer de faire changer les choses. C'est déjà un vrai changement de leur côté. Mais ils ne sont pas d'accord pour introduire, au fond, l'idée d'une contrainte. Et c'est ça qui nous sépare, au fond, des libéraux, au sens
philosophique. Les libéraux, on peut respecter, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de se positionner dans le débat politique. Les libéraux pensent qu'il faut inciter, qu'il faut encourager, mais on voit que des dispositifs comme cela, notamment Papendia, il avait essayé d'en mettre en place en 2023, ils donnent rien, ils donnent quasiment rien. Donc nous, on pense qu'il faut du pilotage public. Et qui dit pilotage public dit pilotage démocratique en vérité, parce que c'est-à-dire qu'il y a un débat démocratique, des parlementaires par exemple, qui fixent des orientations, et ensuite, pour qu'elles soient mises en œuvre, il y a un système de sanctions financières qui garantit que tout le monde obéit à la loi. Mais pour ça, il faudrait pouvoir voter. Et là, apparemment... Il y a quelqu'un qui dit, il y a Marie Insoumise qui dit, c'est pas l'heure du discours de Mathilde en principe là. Normalement, si, Bonne ça question. devrait être l'heure du discours. Alors, vous voyez ici, là, je sais pas, c'est difficile. Là, il y a le direct de la Laurent Saint-Martin. qui est en petit. J'ai pas réussi à faire mieux parce qu'en réalité, C'est pas mal. non mais il aurait fallu que je fasse un petit zoom et tout, mais bon, j'ai pas eu le temps. Mais Laurent Saint-Martin, qui est le deuxième ministre à s'exprimer ce matin sur notre journée de niche parlementaire, après Agnès Astrid, Panosian-Bouvet. enfin, je crois. C'est ça son nom. Il me semble. Elle a un nom hyper long. Mais c'est la ministre du Travail qui a parlé en premier. Ensuite, Laurent Saint-Martin qui parle. Et après, c'est un peu le bingo des ministres macronistes, parce qu'ils peuvent potentiellement tous prendre la parole en disant mais oui, c'est ce que vous disait Gabriel tout à l'heure, ils peuvent potentiellement tous passer en disant moi la retraite ça me concerne, et d'ailleurs je vais vous en parler, tu vois, il peut y avoir je sais pas quoi, la ministre... Temps de parole illimité des ministres. Voilà, donc potentiellement il peut y avoir toute la journée les ministres qui parlent. Alors normalement sur une journée de niche parlementaire on est un petit peu respectueux de la vie des autres et on donne la parole aux autres, mais là vous l'avez compris, les macronistes ont décidé de faire une journée d'obstruction parlementaire, raison pour laquelle on vous appelle à participer à 19h à un rassemblement à Invalides et à venir aussi nombreux que vous le pouvez. Si vous êtes en région parisienne et que vous avez la possibilité de venir ce soir, franchement faites-le, parce que le seul moyen réellement d'arriver à un vote sur la réforme des retraites, c'est qu'il recule. Et pour qu'il recule, il faut qu'ils sentent, disons, que la souveraineté du peuple qu'ils sont censés représenter veut un vote sur la réforme des retraites. Et pour ça, c'est le moyen. Crazy in province. Et si t'es en province, t'as qu'à faire un rassemblement devant la mairie avec une casserole ou je sais pas où. Va quelque part gueuler en disant que t'es pas d'accord avec cette manière de faire, et peut-être que tu lanceras un mouvement national depuis je sais pas où tu es, Dumy-Board, mais voilà. En gros, ils demandent pourquoi on regarde tous en haut, c'est parce que dans tous les bureaux à l'Assemblée on a la télé pour suivre les débats et courir en hémicycle si besoin. Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous surveille et qui regarde, là il est en train de nous regarder bien sûr. pour vérifier qu'on dise pas pardon, j'ai dit une bêtise. Et les gens ils demandent dans le chat si les ministres ils ont un temps de parole illimité, et en effet oui c'est le cas. On n'a pas le droit dans le règlement de l'Assemblée quand on préside, c'est les seuls à qui on peut pas couper la parole. C'est très frustrant, mais... Je crois que les gens, c'est bon, ils ont capté la vanne. Je voudrais vous dire un autre argument. Je sais pas, peut-être que tu l'as donné, Gabriel, ou toi, Antoine, tout à l'heure, avant que j'arrive. Mais donc là, peut-être toi, Clémence, mais je crois que tu es arrivé juste avant que je rentre dans la salle. Puis on était un peu un sas de décompression par rapport à l'ambiance. non, mais au contraire, il faut y aller direct. Là, c'est toute la journée qu'il va falloir servir ces arguments, parce que donc, obstruction. Vous avez vu, ils disent qu'ils nous rendent la monnaie de notre pièce, à nous les insoumis, qu'ils nous accusent d'avoir fait de l'obstruction l'année dernière, pendant le débat sur les retraites. Alors, il faut rappeler évidemment que le débat sur les retraites durait 15 jours et pas une journée. Ouais. Mais surtout, il y a quelque chose qui me paraît très important. En 2023, le gouvernement avait tout le loisir d'ouvrir des séances supplémentaires pour permettre d'étudier tous les amendements qui étaient déposés, y compris si on avait des milliers. On aurait pu ouvrir le soir, le week-end, une semaine de plus pour aller au bout de l'étude de ces amendements. Donc l'argument des macronistes ne tient en rien du tout. Nous n'avons, jamais pratiqué l'obstruction parlementaire. C'est eux qui le font aujourd'hui. Parce qu'ils disaient qu'il fallait travailler plus longtemps, mais ils refusaient de travailler le samedi et le dimanche. Donc on les avait un peu chambrés. Par ailleurs, ils sont 5 en hémicycle, là, les macronistes. Ils vont tous arriver pour défendre leurs amendements d'obstruction, mais en fait, ils vont se relayer. Mais c'est ça qui est affligeant, c'est que en fait, ils font ça avec une désinvolture. C'est vraiment du foutage de gueule envers les gens et envers celles et ceux qui sont les premiers concernés et qui ont besoin qu'on abroge cette réforme. Et il y a un niveau de cynisme, en fait, qui est un peu déroutant quand on est sincère politiquement.
C'est des amendements vraiment ridicules, ils renomment le titre et ils vont les défendre avec un grand sérieux. Enfin, oui, on les voit, ils sont 4-5, c'est des trolls de l'hémicycle et les autres, ils n'assument pas, et ils sont même pas là. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant, quoi. Et faut dire aussi, parce que là, tu fais présenter les lois de celles et ceux qui arrivent plus tard dans notre ordre du jour. Il faut dire quand même que c'est à la fois nous empêcher de voter sur les retraites et à la fois nous empêcher de débattre d'une dizaine de sujets qui sont indispensables. Et la deuxième, c'est la question de l'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol. Je ne sais pas si Sarah va venir faire un tour dans ton live Twitch. Elle n'était pas prévue, mais elle m'a envoyé un message hier pour me dire moi, pourquoi j'y suis pas ? Donc je pense que... Elle viendra, mais parce que voilà, les macronistes, ça fait 2 semaines qu'ils se répandent, Braun-Pivet en premier lieu, pour dire ce serait très important, on le demande au niveau européen, etc. C'est notre deuxième texte. C'est de ça aussi qui nous empêche de débattre. Donc c'est vraiment... Alors, peut-être petite réponse à Renard Sauvage, c'est quand la niche RN s'est déjà passée. C'était il y a un mois, et comme d'habitude, ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'essentiellement, ils ont retiré des textes en cours de route sans aller au vote. Ils font souvent ça, le Rassemblement national. Ils déposent des textes pour essayer de faire un peu du buzz, du bruit médiatique. Et ensuite, ils retirent leurs textes avant qu'on aille au vote, alors que nous, à l'inverse, on essaye d'aller au vote sur des textes qui sont des textes solides et sérieux. Et notamment, ils avaient déposé un prétendu texte d'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, vous en aviez peut-être entendu parler, qui était en réalité une suite de rapports qui demandaient au gouvernement des rapports. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient été très mauvais en commission des affaires sociales et qu'ils n'avaient pas été mobilisés et ils n'avaient pas réussi à faire passer leur texte sur le sujet. Vous voyez que nous, et c'est la raison pour laquelle vous voyez que nous, on est une opposition solide et sérieuse. Pendant la niche du Rassemblement national, les macronistes, ils n'ont pas fait ça. Les macronistes, ils n'ont pas fait de l'obstruction, ils s'en foutaient. Le texte, il était vide du Rassemblement national. Et vous voyez que nous, ils sont obligés de se battre et de se ridiculiser, en réalité, les macronistes, pour nous empêcher d'essayer de voter sur ce sujet-là. Et c'est l'autre sujet que je voulais vous dire. J'ai perdu l'idée en cours de route, dis donc. Il y a une question qui demande si c'est possible d'étendre l'examen au-delà de minuit. Et la réponse est non. Une niche parlementaire, c'est quoi qu'il arrive, ça se termine à minuit. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont déposé un gros paquet d'amendements. Parce que, pour vous donner une ordre d'idée, quand on préside normalement, c'est 20 amendements à l'heure. Et si ça va très très vite, c'est 40 amendements à l'heure. Donc, quand ils en déposent 900, ils savent ce qu'ils font, quoi. Sachant qu'on a combien ? 15 heures de débat dans la journée ? Non, moins que ça. 11 heures. 11 heures, et je crois que là, il en faudrait 33 heures, je crois. Donc, 3 fois plus pour pouvoir arriver au bout. Et notre proposition de loi, là, elle a été adoptée en commission, contrairement justement à celle du Rassemblement au RN. Donc c'est pour ça qu'ils font cette méthode de l'obstruction, parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a une majorité pour adopter l'abrogation de la réforme à 64 ans aujourd'hui. Et là, vous voyez, donc il est 9h55, Laurent Saint-Martin parle toujours. Donc ça veut dire, Hugo, il a fait assez fort parce que son discours, il a duré, je crois, une dizaine de minutes. Attends, il y a une question importante. C'est parce qu'en plus, Clémence te donnait... Non, c'est Yael Braun-Pivet qui préside toute la journée. Alors mais grosse anomalie. Ouais, ce matin, c'est Naïma Moutchou. Après, il y aura Roland Lescure. Après, il y aura Xavier Breton. C'est-à-dire, pour vous la faire courte, tous les vice-présidents qui sont dans la majorité. Et en l'occurrence, il y a un usage, normalement, c'est que quand c'est la niche parlementaire d'un groupe, c'est plutôt les vice-présidents ou vice-présidentes de ce groupe-là qui président. Caroline Fiat, par exemple, a présidé nos niches parlementaires dans le mandat précédent. Elle était vice-présidente. Et là, on a demandé à ce que Nadège Abo-Mangoli ou moi, on puisse présider ces séances. Ça nous a été refusé. Sans aucune justification, mais bon, voilà, c'est une fois de plus, et en fait, ils accumulent des conditions pour montrer que cette journée, ils la respectent pas. Enfin, on a des droits de l'opposition qui sont quand même extrêmement limités à l'Assemblée nationale. Le règlement, d'ailleurs, sous Richard Ferrand, avait été réformé en enlevant encore des droits à l'opposition. Voilà, c'est pire en pire, quoi. C'est Paul qui... Ah, malin. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'ils n'ont vraiment pas de respect pour les droits de l'opposition dans cette institution, quoi. Là, ça y est, il est 10h, on est à 45 minutes de prise de parole gouvernementale et 10 minutes pour nous. Mais juste après, on a la présidente qui va nous venger. Ouais, après, il y a Mathilde qui doit prendre la parole. On écoutera le discours de
de Mathilde. On vous épargne Laurent Saint-Martin parce qu'on pense que vous connaissez déjà ce qu'ils vont nous dire. C'est pas possible, on peut pas financer. D'ailleurs, si c'est possible, attendez, j'ai ma petite fiche de comment on finance la réforme des retraites. Non, Hugo, il l'a bien expliqué, je trouve, Hugo Bernalicis dans sa déclaration générale. Il y a une autre question là sur la journée. Est-ce que vous pourriez aller au vote sans débat? C'est une bonne question parce qu'on a redouté une chose dans les jours qui ont précédé notre niche. On a redouté ce qui aurait été une autre façon d'empêcher le débat, ce qu'on appelle le vote bloqué. Et c'est une méthode que le gouvernement aurait pu choisir. Le vote bloqué, c'est le gouvernement qui pioche dans les amendements qui sont associés à la proposition de loi, qui peut par exemple choisir un amendement de suppression de l'article qui vise à abroger la réforme, et il y ajoute, pour pas que la loi soit vide, un amendement sur un rapport. Et puis il dit à l'Assemblée, vous votez pour ou contre. Et il y a juste un seul vote, pour ou contre, une loi qui est plus du tout la nôtre, qui est une loi vide. Et c'était un des moyens, peut-être pour le gouvernement, de nous empêcher de... Alors, on avait tellement on craignait ça, Mathilde Panot, quand elle a rencontré Michel Barnier hier ou avant-hier, elle lui a demandé de s'engager à ne pas recourir à ce moyen, ce qu'il a fait. Donc ils n'ont pas utilisé ce moyen, ils ont choisi une autre méthode, celle des amendements. Et là, on ne peut pas ne pas débattre des amendements, c'est impossible, même si là encore, on a essayé en conférence des présidents de demander que, parce qu'il y en a tellement, il y en a donc près de 1000, que la défense des amendements soit limitée à 1 minute, pour pouvoir au moins en traiter le plus possible. Et ben là encore, refus des macronistes. Ils ont refusé que ce soit réduit à 1 minute, vraiment pour pourrir la niche, pour être certain qu'on n'y arrive pas à la fin. Et ils vont faire d'autres choses, ils vont faire des rappels au règlement, ils vont demander des suspensions pendant 10 minutes, ils vont vouloir intervenir aux articles, ils vont vouloir faire des explications de vote. Enfin, il y a plein d'artifices dans le règlement pour faire durer toute la journée. Et l'incident. Et pour gâcher, pour créer des incidents. C'est ça. Là, juste dans l'hémicycle, là, je sais pas, t'étais pas, ils sont Vigier notamment. Et toi, t'as dit que c'était horrible l'ambiance. Il était ministre Vigier, il était ministre des Outre-mer, ce gars, il y a encore quelques semaines. Il se comporte comme un harceleur. C'est-à-dire qu'il chope les députés du NFP qui sont autour de lui et il leur hurle dessus pour essayer de faire en sorte qu'ils réagissent, que ça crée un incident, que la présidence doit intervenir. Enfin bref, c'est vraiment des bordélisateurs. Ils sont très violents, les macronistes, dans l'hémicycle, ça se voit pas forcément beaucoup, mais ils nous insultent beaucoup. Et ils sont très agressifs. C'était horrible, c'était Milienne. Chaque fois qu'une femme prenait la parole, Milienne, il hurlait. Alors lui, vraiment un gros machiste. Mais ça, c'est un des éléments qui n'est pas perçu dans ce que c'est qu'une bataille parlementaire et où les médias sont très complices vis-à-vis des autres pour qualifier notre comportement à nous. Parce que nous, on est des êtres humains tous, à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc quand il y a des gens qui disent des trucs absolument horribles, ça vous agace quand vous les écoutez depuis la télé, mais nous on est dedans. Donc nous ça nous agace dedans et de temps en temps il est vrai qu'on leur hurle dessus parce que c'est insupportable ce qu'ils disent. Mais c'est justement une guerre des nerfs et aujourd'hui c'est une guerre des nerfs. Et cette guerre des nerfs, je vois des gens qui disent on n'arrivera jamais au vote. C'est vrai que là, compte tenu du nombre d'amendements qu'ils ont déposés, c'est le moins probable qu'on arrive au vote. Néanmoins, il y a un monde dans lequel c'est eux qui craquent. Et il y a un monde dans lequel c'est nous qui réussissons à les faire craquer. Mais pour ça, il y a besoin de votre aide aussi sur aujourd'hui, dans la journée, sur les réseaux sociaux, pour leur mettre la pression, pour essayer de leur dire retirez vos amendements, allons au vote. Et après, ce soir, en participant à 19h au rassemblement, c'est Invalides le lieu de rendez-vous. Esplanade des Invalides. Et vous imaginez bien, j'imagine qu'on ne sera pas ce nombre-là, mais s'il y avait tout le peuple français qui vient manifester Esplanade des Invalides et qui vient gueuler retirez vos amendements juste à côté de l'Assemblée nationale, ça s'entend dans l'Assemblée nationale, quand il y a beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup de bruit du côté du pont qui fait face à la colonnade, ça s'entend dans l'hémicycle qu'il y a des gens qui manifestent. Donc, gens, ils demandent comment ils interpellent les députés. C'est quoi le lien? Écrivez-leur. Ils ont tous une adresse mail, leur prénom, leur nom, @assemblée-nationale.fr. Ah, ça va être Mathilde. Ah. C'est Mathilde. Envoyez-leur des mails. Et vraiment, mais sans déconner, juste avant Mathilde. Avant Mathilde, ça fonctionne. Ça fonctionne. Faites-le, mettez la pression, on a besoin de vous. Et sur Twitter. Et pas de résignation, on peut y arriver aujourd'hui. Il suffit qu'ils retirent des amendements sous la pression populaire parce que vous attendez le vote de cette loi. Et certains l'ont déjà fait. Il y avait des amendements de titre ridicules. Il y en a qui l'ont déjà retiré. Qu'ils ont retiré. Et du coup, on y va ? Comme vous voulez. Moi, ça change pas grand-chose.
Attends, parce que là, On va j'ai soutenir un la problème de présidente. Je vais son. soutenir la présidente. Ouais, allez, vas-y. Moi aussi, j'y vais. Attends, j'ai un bug. Nous travaillons enfin dans un esprit constructif et de Allez, responsabilité. je vous laisse avec Mathilde et nous, on va dans l'hémicycle. Et nous abordons la discussion générale. La parole est à Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, collègues, Mesdames et Messieurs les ministres. Vous avez perdu. Et vous aurez beau parler 1 heure durant pour empêcher le vote, vous avez perdu. Vous parlez longtemps, mais vos idées sont toujours aussi courtes, surtout pour un PowerPoint McKinsey, Madame la Ministre. Vous avez perdu dans les urnes, débâcles européennes, raclée électorale aux législatives. Vous avez décidé de voler le résultat du suffrage avec un gouvernement en apesanteur sociale, sans aucune légitimité